18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Plus de 3,5 millions de dollars de financement opérés en cette année 2021 à Al-Quds et dans les territoires palestiniens par l'agence Beit el-Mal Al-Quds. Un vrai challenge en temps de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19. Un défi que relève l'agence malgré les fonds limités qu'elle peine à mobiliser. Dans cette édition, le bilan des financements pour cette année qui s'achève. Omicron serait en passe de devenir dominant. Les nouveaux variants du SARS-CoV-2 sont surveillés de près par le Consortium national de veille génomique auquel est affilié le CNRST. Pour faire le point avec nous ce soir, professeur Mustafa Al-Fahim, responsable de la plateforme génomique fonctionnelle. De toute façon, la nouvelle vague a bien commencé. Elle menace sérieusement notre système de santé. Et puis, nous irons dans l'espace le temps de vous parler du télescope le plus puissant jamais envoyé, James Webb, un concentré de technologie qui va explorer avec une précision inégalée toutes les phases du cosmos jusqu'au premier âge de l'univers. Nous serons en direct depuis la Californie avec l'un des ingénieurs en chef de la NASA, le Marocain Kamal Oudriri. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition avec le bilan 2021 de l'action de l'agence Beit Mal Al-Quds. Un bilan dont ressort un important constat. L'agence accorde une importance particulière au développement humain et notamment celui de la jeunesse palestinienne conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI en sa qualité de président de comité Al-Quds. En langage des chiffres, le bilan des financements opérés par l'agence totalise 3,6 millions de dollars. Lecture des chiffres avec Mohamed Aït-Shgar. 3 600 000 dollars mobilisés en cette année 2021 par l'agence Beit Mal Al-Quds. Et c'est le secteur de l'aide sociale qui se taille la part du lion avec 54% des programmes et projets de l'agence. Vient ensuite le projet de restauration et de réhabilitation du centre culturel marocain, 22% des financements. 9% des dépenses ont été affectées aux initiatives civiles pour un programme durable de développement humain. 7% des crédits alloués ont été dédiés au secteur de la construction, 4% à l'éducation et le reste des montants mobilisés est allé au secteur de la santé, au centre Beit al-Maqdis pour les recherches et les études, à la plateforme d'Al-Ala pour la commercialisation des produits du terroir d'Al-Quds et à l'observatoire Al-Ribat. Dans le domaine de la protection de l'environnement, l'agence a lancé le projet des clubs de l'environnement à travers un projet pilote à l'école Hassan II à Oued el-Jouz, en plus d'une campagne de sensibilisation. L'agence a également lancé la première tranche du programme de construction d'urgence dans la ville d'Al-Quds dans le but de soutenir la résistance des populations de la ville sainte sur leurs terres. Toutes ces actions ont pu être menées malgré la crise sanitaire et les restrictions imposées à cause de la pandémie du Covid-19 et ses effets sur la population et les institutions à Al-Quds. Un vrai défi qu'a su relever l'agence, qui a poursuivi également le programme des bourses d'études au profit des jeunes de la ville sainte, dont ont bénéficié 31 étudiants inscrits dans les spécialités de médecine, des lettres et de droit, aussi bien dans des universités palestiniennes que marocaines. L'agence a également remis des prix d'excellence aux 45 étudiants des écoles d'Al-Quds, relevant de la direction de l'éducation et de l'enseignement et de l'université d'Al-Quds au titre de l'année scolaire 2020-2021. Sur le plan de la santé, l'agence a procédé à l'acquisition des fournitures et matériels nécessaires et des médicaments essentiels pour les hôpitaux de la ville. Bref, malgré les fonds limités, l'agence Beit Mal Al-Quds a mis en œuvre des projets vitaux qui ont un impact direct et tangible sur la vie des habitants, la protection de la ville et la préservation de son patrimoine religieux. Direction à présent les Émirats arabes unis, Dubaï, où en marge de la journée nationale du Royaume, à l'exposition universelle Expo Dubaï 2020, s'est tenu un colloque international sur le thème Maroc, prospère, tradition et aspiration. Une rencontre qui met en avant la dynamique d'évolution enclenchée depuis quelques années déjà au Maroc. Un reportage de nos envoyés spéciaux, Hassan Silla, Nadia Moudden, avec un commentaire de Zakaria Mouqin Billah et Iman Evlo. Le Maroc, désormais pays émergent.
Les réalisations accomplies par le Royaume dans les domaines économiques, sociaux, scientifiques et culturels sont aujourd'hui plébiscitées par les experts. Des progrès rendus possibles grâce à la stabilité, à la sécurité et à la confiance dont jouit le Maroc et qui en font un modèle de développement au niveau régional et international. Nous sommes venus aujourd'hui pour présenter les atouts extraordinaires du Maroc et qui font du Maroc une destination pour l'investissement fiable, une destination qui est parmi les pays les plus attractifs au monde. La gestion par le Maroc de la pandémie du coronavirus est une autre illustration de la résilience de l'économie nationale et de la capacité du Royaume à surmonter les défis conjoncturels. Une expérience que le Royaume tient à partager avec plusieurs pays africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Pendant la crise du Covid, cette vision était particulièrement importante parce que tous les éléments étaient déjà là pour permettre d'affronter cette crise. Donc le principe de solidarité, ça a été d'abord, évidemment, la distribution des aides en milieu rural. Et vous pouvez imaginer que la distribution des aides en milieu urbain est facilitée par la proximité. Le Royaume a beaucoup aidé les pays africains qui ont beaucoup moins de moyens à juguler la pandémie, en leur donnant beaucoup d'intrants comme des gants, l'alcool sanitisé, les sanitaires, voilà, et puis les vaccins. En plus de jeter la lumière sur la culture ancestrale du Royaume, le pavillon du Maroc à l'Expo Dubaï 2020 constitue une plateforme de partage et d'échange. Covid-19, la situation épidémiologique est de nouveau inquiétante. Le nombre des nouveaux cas repasse au-dessus de la barre d'1 millier. Exactement 1184 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures et 5 décès. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, elle piétine. Le nombre des primo-vaccinés augmente peu à peu. Plus de 24 539 000 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions. Et puis la dose de rappel, à peine un peu plus de 2 799 000 personnes. De nombreuses interrogations entourent ce nouveau variant Omicron qui passe de devenir dominant chez nous aussi, comme partout dans le monde d'ailleurs. Des questions auxquelles tente de répondre le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Quel est le rôle de cette plateforme? Réponse tout de suite dans ce reportage avec Nawal Goulari et Iman Eblou. Le Centre national de la recherche scientifique et technique, l'un des piliers de la veille génomique du Royaume. La surveillance accrue des mutations du Covid-19 se fait ici à travers le séquençage génomique. Une recherche ciblée pour comprendre les dangers posés par les variants, comme le tout nouveau, Omicron. Les lettres, les bases du virus. Ces machines ultra développées nous permettent d'obtenir des résultats d'une grande précision. Nous procédons à l'analyse du code qui constitue le génome du virus. La présence de ces robots nous aide beaucoup dans ce processus pour avoir des résultats dans des délais très courts. L'analyse est très pointue. Ici, on distingue entre mutation et variation. Et on se penche sur l'origine énigmatique du variant Omicron qui comporte 32 mutations dans sa protéine, contrairement au Delta, qui n'en porte que 10 à 16. Notre rôle est de réceptionner les échantillons suspectés d'être des variants. On confirme par la suite l'information par le séquençage génomique de la carte génétique du virus. Visiblement, la garde ne baisse pas, surtout que la 3e vague a déjà commencé au Maroc depuis 2 semaines. Selon les prévisions, elle sera plus courte et plus rapide que la vague Delta, avec un pic qui sera atteint probablement entre le 17 et le 23 janvier prochain. Un variant Omicron déjà dominant aux États-Unis et dans certains pays du voisinage européen. Chez nous, tous les épidémiologistes s'accordent à dire qu'Omicron le sera aussi au Maroc dans quelques semaines, peut-être plus tôt qu'on pourrait le prédire. Qu'en est-il exactement? Pour y voir plus clair, avec moi en direct, le professeur Mustapha Al-Fahim. Professeur, bonsoir. Vous êtes responsable de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre national pour la recherche scientifique et technique. Professeur, au Maroc, on parle d'une nouvelle vague. Peut-on lier cela à la souche Omicron?
Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, la situation épidémiologique au Maroc était stable. Tous les voyants étaient en vert, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas positifs. Mais depuis l'annoncement de Micron, il y a une augmentation fulgurante des cas. Et donc, le nouveau paramètre qui est là, c'est vraiment l'avènement de Omicron. Donc, le profil épidémiologique depuis 2 semaines évoque vraiment un profil omicronien, c'est-à-dire une montée fulgurante des cas positifs. Et la plateforme génomique fonctionnelle du CNRST est associée au dispositif de veille génomique aux côtés du Consortium national de veille génomique. Que sait-on aujourd'hui de la virulence d'Omicron, ses manifestations symptomatiques et de sa résistance ou non face aux vaccins utilisés au Maroc ? Alors tout à fait. Nous avons la chance d'avoir quand même certains pays dont la vague Omicron est déjà passée et donc nous avons pu recueillir un certain nombre d'informations sur la transmissibilité de ce variant, sur sa virulence et sur son expression au niveau clinique. Et donc maintenant, toutes les données statistiques évoquent un Omicron avec des propriétés de transmissibilité très très élevées et une capacité d'échappement aux anticorps qui ont été développés par la vaccination ou bien par l'infection naturelle. Et donc ça, ce sont 2 propriétés auxquelles s'accorde vraiment tout le monde. C'est la grande transmissibilité et sa capacité vraiment à échapper aux anticorps neutralisants qui ont été donnés par la vaccination ou par une infection naturelle. Et comment s'explique l'apparition d'un variant tel l'Omicron, qui présente beaucoup de mutations? Certains scientifiques attribuent cela aux immunodéprimés, l'émergence de ce nouveau variant. Vous confirmez ou... Alors, vraiment, l'apparition d'une façon générale de ce qu'on appelle les VOX, ces variants préoccupants, reste vraiment de l'ordre d'une énigme scientifique et il n'y a que des spéculations et des hypothèses. Et en particulier pour l'Omicron, parce que pour les autres variants, on peut voir en termes de nombre de mutations que le nombre de mutations n'a pas doublé. Mais avec l'Omicron, le premier qui est apparu en Afrique du Sud, il avait donc 32 mutations au niveau de sa spike, 32 variations au niveau de sa spike protéine, c'est-à-dire 22 de plus que le Delta. Actuellement, depuis sa transmission, on est à peu près à 39 mutations au niveau de cette spike protéine. Et donc, à chaque fois qu'il contracte une population particulière, il va essayer de se transmettre. Et pour chaque transmission, il y a des mutations qui apparaissent et qui sont population dépendantes. Donc, la notion de l'origine de ces variants préoccupants reste une énigme scientifique et en particulier celle de l'Omicron avec ce nombre incroyable de mutations qu'il a assemblées. Professeur, quelles sont vos propres projections concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc ? Je pense que la situation épidémiologique au Maroc ne sera pas une exception. L'Omicron est là, il va évoluer comme pour tous les autres pays, à savoir donc une grande transmissibilité. Et effectivement, d'ici la mi-janvier, je pense que le nombre de cas positifs va augmenter énormément. Et on va se trouver dans la même situation que celle de l'Afrique du Sud. La seule chose qui est positive, c'est que ça augmente très rapidement et sa chute également va être très rapide. Professeur, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes responsable de la plateforme génomique fonctionnelle au Centre national pour la recherche scientifique. 5760, c'est le nombre de Marocains rapatriés via des ponts aériens depuis les Émirats arabes unis, le Portugal et la Turquie. Cette opération a permis de rapatrier entre 1000 et 1500 personnes quotidiennement durant la période allant du 15 au 22 courant, dernier jour de cette opération autorisée par le gouvernement malgré la suspension de vols internationaux en raison de la nouvelle vague mondiale du Covid. Le rapatriement a bénéficié aux citoyens marocains ayant voyagé hors du territoire national pour des motifs de tourisme, professionnels, familiaux ou médicaux et qui se sont retrouvés bloqués à l'étranger. L'événement a fait et fera l'actualité. James Webb, le télescope tant attendu par les scientifiques d'observation du cosmos, le plus perfectionné jamais envoyé dans l'espace. L'engin est en route pour un voyage vers la naissance de l'univers. Conçu pour donner un aperçu des premiers instants de l'univers, le télescope a été lancé avec succès
samedi dernier, 25 décembre, depuis le site de Kourou, en Guyane française. Révolutionnaire, le télescope infrarouge a coûté 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, 3 jours après le lancement, le télescope devrait débuter le déploiement de son bouclier thermique, un équipement indispensable à son bon fonctionnement. Le télescope est conçu pour scruter l'univers dos au soleil dans l'ombre et le froid presque absolu à moins 266 degrés centigrades, température requise pour observer dans l'infrarouge. Et l'un des ingénieurs de la NASA qui aura à exploiter les résultats des observations que permettra cet instrument révolutionnaire dans l'étude de l'atmosphère des exoplanètes n'est autre que notre compatriote Kamal Oudriri et qui est justement en direct avec nous depuis la Californie. Kamal Oudriri, bonsoir. La destination du télescope James Webb est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Comment se présente le voyage du télescope 3 jours après son lancement ? Bonsoir Omeima et merci pour cette invitation. James Webb Telescope, comme vous avez dit, est en route vers sa destination finale à environ de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Bon, cet endroit déjà a été choisi en sorte que le télescope pourra rester dans une position fixe par rapport à la Terre et au Soleil avec une quantité minimale d'énergie nécessaire pour la correction de trajectoire. Donc, on appelle dans le domaine de l'astronomie, c'est le point de Lagrange L2. Donc, le télescope va vers ce point et va durer 29 jours. Et plus de 300 points de défaillance vont être nécessaires pour déployer le télescope. Donc, à partir de cette semaine, la première étape et la plus difficile, c'est le déploiement du parasoleil, ou on appelle aussi le bouclier thermique, qui fait une taille d'un terrain de tennis. Et le rôle de ce bouclier, de protéger le télescope des radiations et de refroidissement, et essayer de refroidir l'environnement de 110 degrés du côté exposé au soleil à moins 235 degrés du côté embarragé. Donc, c'est des manœuvres très compliquées et aussi environ 2 semaines plus tard, le télescope devrait atteindre sa position finale à L2. Et vous aurez bientôt, avec les équipes de la NASA, à contribuer aux analyses de l'atmosphère des exoplanètes en se basant sur les observations que permettra le télescope James Webb. Comment est-ce que cela se passera ? Oui, donc tout d'abord, une fois arrivé à L2, et si tout se passe comme prévu, les équipes vont travailler dur sur l'alignement des miroirs et la calibration des 4 instruments. Et après les 6 mois, des gens comme moi, puisque je suis impliqué avec une équipe Caltech qui va utiliser les data après les 6 mois pour analyser l'atmosphère des planètes exoplanétaires, pour comprendre et voir s'il y a des composantes de la planète aussi, comme on trouve sur la Terre avec l'oxygène et d'autres paramètres. Et vous faites également partie de l'équipe chargée de superviser la mission d'un autre concentré de technologie de la NASA, le robot Perseverance, déjà opérationnel sur la planète Mars. Quelles sont les nouvelles de ce robot ? Bon, c'est une question. Bon, comme on parle de la planète Mars, déjà, on a créé l'oxygène sur une autre planète dont l'instrument MOXIE a pu créer l'oxygène pour la première fois sur une autre planète. Aussi, il y a Ingenuity, l'hélicoptère, qui vole toujours et qui fonctionne et qui travaille en collaboration avec le robot. Donc, c'était un grand succès. Et sans doute aussi que le robot a pu prélever des échantillons de roches martiennes qui vont être destinés à être ramenés sur la Terre par une autre mission pour être étudiés ici. Et finalement aussi, on a démontré qu'il y a des roches
qui ont de la matière organique. Et ça, c'est une découverte importante et on va en entendre plus d'informations dans les prochains mois. Écoutez, merci on vous souhaite bon courage et on vous remercie, Monsieur Kamal Andriri, d'avoir répondu à toutes nos questions. Page sport, parlant Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur national Vahid Halilovic a convoqué les joueurs Badr Benoun, Sofiane Rahimi et Mohamed Chibi. Les 3 joueurs rejoindront le stage de préparation de l'équipe nationale avant de pouvoir jouer pour défendre les couleurs nationales lors du premier match qui opposera le Maroc au Ghana. Et ça sera lundi 10 janvier à 18h au stade Ahmadou Ahidjou dans la capitale camerounaise Yaoundé. Ballon rond toujours, Coupe de la Confédération africaine de football cette fois-ci. La Renaissance sportive de Berkane hérite du groupe D à l'issue du tirage au sort de la phase des poules effectué ce matin en Caire, en Égypte. Le club de l'Oriental vainqueur de la Coupe de la CAF 2020 évoluera avec le club Simba de Tanzanie, l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et l'USGN du Niger. On souhaite beaucoup de chance à la Renaissance sportive de Berkane, dernier représentant marocain en Coupe de la CAF après l'élimination de l'AS FAR. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.